Vous ne pouvez pas partir. Le murmure de l'employé était plus fort qu'un cri. Je me tenais au comptoir du bâtiment fédéral à Chicago, serrant un avis d'expulsion froissé et mes derniers $25. Je n'étais pas là pour des vacances. Je cherchais désespérément un poste de concierge, une dernière tentative pour garder la tête hors de l'eau. Mais alors que l'employé scannait mon dossier, l'air stérile du bureau fut fendu par une lumière rouge, violente et pulsante. Un stroboscope d'alarme silencieuse se mit à tourner sur le mur, projetant une lueur rythmique et sanglante sur le comptoir. 2 gardes armés s'avancèrent, leurs mains planant au-dessus de leurs étuis avec une intention mortelle. Les mains de l'employé tremblaient alors qu'elle levait les yeux vers moi, son visage vidé de toute couleur. « Madame » souffla-t-elle. Ce numéro de sécurité sociale appartient à un enfant décédé en 1991. Assise ici avec mon café, regardant le monde défiler, je suis frappé de voir à quel point notre réalité est fragile. Quelle est votre boisson ou votre moment de la journée préféré en ce moment? J'attends vraiment vos commentaires. Mais revenons à ce bureau froid de Chicago, où la seule vie que je connaissais était sur le point de disparaître. La lumière stroboscopique rouge continuait son pouls frénétique, peignant les visages des gardes de flash d'avertissement. Mon cœur était un oiseau pris au piège, mais mon esprit s'était déjà glacé. Juste au moment où l'ascenseur sonna, la tension des gardes se brisa. Un homme en costume noir sur mesure en sortit, traversant le périmètre armé avec l'aisance de quelqu'un qui possédait l'air qu'il respirait. Il ne regarda ni les armes ni l'employé paniqué. Il me regarda droit dans les yeux, ses yeux remplis d'une reconnaissance qui me terrifiait plus que les Glock 17 pointés sur ma poitrine. Il s'arrêta à exactement 60 cm de moi et murmura 3 mots qui ont incinéré toute ma réalité. Bon retour, Elena. Il ne me lut pas mes droits. Au lieu de cela, il me conduisit dans un bureau insonorisé qui sentait les grains de café expresso coûteux et le cuir vieilli. C'était un monde que je n'avais vu qu'à travers les fenêtres des maisons que je nettoyais. Il me versa un verre d'eau glacée, le cliquetis des glaçons contre le verre étant le seul son dans la pièce. En prenant une gorgée, l'odeur forte et riche du café me frappa, et mon estomac se retourna. Pendant 14 ans, mon odeur signature avait été l'eau de javel de qualité industrielle et l'air humide et stagnant de la buanderie où je dormais. L'homme, l'agent Bradley, fit glisser un épais dossier en manille sur le bureau en acajou. Il l'ouvrit pour révéler une reconstitution numérique et une photo de progression de l'âge d'une jeune femme. Le test ADN rapide que nous avons comparé à la base de données des affaires non résolues de 1991 est revenu il y a 10 minutes. C'est une correspondance à 99,9%, Elena. Vous n'êtes pas juste une ressemblance. Vous êtes une certitude biologique. Elle avait ma mâchoire, exactement mon nez et mes yeux. Mais elle n'avait pas l'air de passer ses nuits à calculer comment survivre un autre mois avec le salaire minimum. Elle avait l'air aimée. Votre nom est Elena, dit doucement Bradley. Vous êtes l'unique héritière d'un empire immobilier et technologique de la Silicon Valley d'une valeur de 400 millions de dollars. Vous n'avez pas été abandonné, et vous n'étiez pas une erreur. Vous avez été enlevé dans un parc en 1991. Le mot enlevé aurait dû me briser. J'aurais dû sentir les murs se refermer. Mais au lieu de cela, c'était comme si un bilan était enfin équilibré. Toutes les années où Gary, mon beau-père, m'avait regardé avec dégoût, me traitant de fardeau et de sangsue, prenaient soudain tout leur sens. Il n'avait pas été un tuteur sans amour. Il avait été un gardien surveillant une scène de crime. Il ne m'avait pas gardé par bonté de cœur. Il avait utilisé mon identité volée comme un abonnement à une vie qu'il n'avait pas méritée, et je payais la facture en sang et en sueur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé de câlin. J'ai regardé Bradley dans les yeux et j'ai ressenti la première vague d'une clarté clinique et acérée. Il ne s'agissait plus d'un enfant disparu. Il s'agissait d'une prise de contrôle hostile. Gary avait passé 14 ans à tirer à découvert sur ma compassion, croyant que j'étais trop brisé pour jamais vérifier le registre. Il avait tort. La victime qu'il pensait avoir conditionnée au silence était morte. Le témoin était réveillé. Et je ne voulais pas d'excuses. Je voulais un décompte de chaque centime, chaque minute, et chaque souffle qu'il m'avait volé. Que se passe-t-il ensuite? Demandai-je, ma voix aussi stable qu'un marteau de juge. Dans mon esprit, la ligne d'horizon de Chicago disparut, remplacée par les murs humides et gris de la buanderie de Gary. C'était mon espace attitré.
Gary ne m'avait même pas donné la dignité de mon vrai nom. Il m'appelait June, un nom de remplacement pour la vie qu'il effaçait lentement. Je me souviens les avoir observés à travers la grande baille vitrée de la salle à manger. Gary et sa fille biologique, Kayla, s'asseyaient sous la lueur chaude et dorée du lustre, coupant des steaks saignants qui coûtaient plus que ce que je gagnais en une semaine. Je pouvais entendre le tintement des verres en cristal, un son qui représentait un monde qu'on me disait que je ne méritais pas de toucher. J'étais toujours de l'autre côté de cette vitre, serrant un sandwich froid fait avec le quignon d'un pain. Quand j'osais frapper à la vitre, implorant un moment de chaleur, Gary ouvrait la porte juste assez pour se dresser au-dessus de moi comme une ombre. Le steak, c'est pour les gens qui contribuent, June, disait-il, sa voix un poison mielleux et moralisateur. Tu as de la chance que je te garde même un toit sur la tête. Tu devrais être à genoux pour me remercier pour les restes. Pendant longtemps, je l'ai cru. Je portais le poids de cette dette perçue comme une pierre physique dans ma poitrine, croyant que j'étais une erreur qui devait s'excuser d'exister. Mais assise en face de l'agent Bradley, la chaîne invisible que Gary avait enroulée autour de mon esprit s'est finalement brisée. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement tactique. Gary n'avait pas élevé une belle fille. Il avait préparé un témoin à être reconnaissant pour sa propre prison. C'était la chaîne invisible du survivant, une cage psychologique où le gardien convainc le prisonnier que les murs sont un cadeau. Gary avait besoin que je sois brisé pour que je ne pose pas de questions sur pourquoi mon visage ne correspondait pas au nom sur les documents qu'il gardait sous clé. Il avait besoin que je sois désespéré pour que je n'aie jamais la confiance de regarder mon propre certificat de naissance. C'était un trafiquant d'identité qui avait transformé ma vie volée en un système de blanchiment d'argent de 400 millions de dollars. Gary n'a pas seulement volé mon nom. Il a utilisé ma pauvreté comme un bouclier humain. Il savait qu'une agente d'entretien vivant dans une buanderie était la cachette parfaite pour une piste papier de 400 millions de dollars. Si j'avais eu l'air d'une héritière, le monde aurait commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il me maintenait affamé pour garder son empire invisible. Mon existence en tant que June, le fardeau, était le camouflage qu'il utilisait pour cacher Elena Nena, l'héritière. Chaque fois qu'il me traitait de nul, c'était une manœuvre pour protéger sa marge de profit. Il ne me détestait pas parce que j'étais indigne d'amour. Il me détestait parce que j'étais une scène de crime qui marchait dans ses couloirs. Je me suis frotté les poignets, la peau encore sensible du poids de la vie que j'avais été forcé de porter. Gary avait tiré à découvert sur mon silence pendant plus d'une décennie. Mais il avait oublié une chose à propos de la comptabilité. Finalement, les comptes doivent s'équilibrer. Ce n'était plus un drame familial. C'était un audit hostile. Et quand j'en aurais fini, j'allais m'assurer que Gary réalise que l'erreur qu'il avait cachée était la seule personne qui allait prendre tout ce qu'il avait construit sur mon sang. La porte du bureau insonorisé ne s'est pas simplement ouverte. Elle a explosé vers l'intérieur avec une violence qui a brisé le silence. Je n'ai même pas eu le temps de crier avant que deux adjoints en uniforme ne fassent irruption dans la pièce, leurs mains reposant sur leurs armes avec une intention exercée et mortelle. Et entrant derrière eux, traversant le périmètre fédéral comme s'il entrait dans son propre salon, se trouvait Gary. Il ne portait pas les chemises en flanelle tachée que j'avais l'habitude de lui voir porter. Il était dans un costume en laine chère et parfaitement taillé, le tissu brillant sous les lumières stériles du bureau. Il ne regarda pas l'agent Bradley. Il me regarda droit dans les yeux, et ses yeux n'étaient pas remplis de la colère à laquelle je m'attendais. Ils étaient morts. Éloignez-vous de la suspecte, aboya-t-il, sa voix résonnant sur les murs de verre comme un marteau de juge. Bradley resta sur ses positions, plaçant son corps entre moi et les adjoints. Ceci est une enquête fédérale, Gary, dit Bradley, sa voix baissant à un niveau dangereusement bas. Vous n'avez aucune juridiction ici. Mais Gary ne broncha pas. En tant qu'ancien procureur, il savait exactement où se cachaient les failles du système. Il avait manipulé ses anciennes relations pour contourner la sécurité du hall, brandissant une ordonnance de tutelle d'urgence et affirmant que j'étais une pupille mentalement instable qui s'était enfuie. Il n'était pas seulement là en tant que père. Il utilisait une technicité juridique locale comme une arme pour envahir un bastion fédéral, pariant que son statut intimiderait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Il claqua un morceau de papier plié sur le bureau en acajou avec un bruit écœurant. J'ai un mandat signé par un juge de comté il y a 15 minutes, ricana Gary. Vol qualifié, accusation de crime. Il pointa un doigt vers moi,
le même doigt qui avait piqué ma poitrine 1 millier de fois pendant qu'il me disait que j'étais une erreur. Cette femme a volé pour 120 000 $ d'obligations patrimoniales dans ma chambre avant de fuir ce matin. Je la place en garde à vue. C'est un mensonge, criai-je, la clarté clinique dans ma tête momentanément éclipsée par une vague d'indignation brute. Je ne suis pas allé chez vous depuis des années. Mais Gary se contenta de sourire, une expression froide et calculée qui me dit qu'il avait planifié ce coup bien avant que j'entre dans ce bâtiment. Il fit un signe de tête à ses adjoints. Mettez-lui les menottes. L'un des adjoints attrapa mon bras et le tordit derrière mon dos avec assez de force pour faire craquer mon épaule. Je poussai un cri, la douleur m'aveuglant une seconde, mais je ne suppliais pas. Je regardai Bradley, cherchant le sauveur qu'il avait promis d'être. Je vis le calcul dans ses yeux alors que Gary s'approchait, poitrine contre poitrine avec l'agent fédéral. « Attention, agent », murmura Gary, son ton dégoulinant d'une menace juridique mielleuse. « Ceci est un crime d'État, des circonstances urgentes. À moins que vous ne vouliez faire obstruction à une arrestation pour crime dans le dossier, vous vous écarterez. » Bradley hésita. Il savait que techniquement, un mandat pour crime local pouvait m'extraire si Gary prétendait que j'étais un risque de fuite. Gary utilisait comme arme la bureaucratie même que Bradley servait. L'acier froid des menottes mordit mes poignets, le clic de la serrure sonnant comme un coup de feu dans le bureau silencieux. Gary attrapa mon bras, sa poigne meurtrissant le muscle. Il se pencha près de moi, son souffle chaud contre mon oreille, sa voix un murmure destiné uniquement à moi. « Je t'avais dit de ne jamais fouiller, Elelanena, siffla-t-il. Je t'avais dit de laisser tomber. Maintenant, tu vas mourir dans une cellule de détention. Tu te pendras avec un drap avant même que tes riches parents n'atterrissent. » Le sang se retira de mon corps. Mais je ne m'effondrai pas. Je réalisais alors que Gary ne m'emmenait pas en prison pour m'enregistrer. Il m'emmenait à une exécution privée. Notre histoire n'était pas un lien familial. C'était une mauvaise créance que Gary essayait de radier définitivement. Il avait besoin que je sois un fardeau une dernière fois, un corps à éliminer pour que sa fraude de 400 millions de $ reste enterrée. « Avancez », cria Gary, me tirant vers la porte. Alors que les adjoints commençaient à me traîner vers l'ascenseur, je sentis le poids familier du personnage de June essayer de prendre le dessus, la partie de moi qui était entraînée à être une prisonnière silencieuse et docile. Mais cette fille était partie. Gary avait passé 14 ans à me rendre invisible. Mais aujourd'hui, j'allais être la chose la plus visible de tout son monde. Le couloir s'étendait comme un tunnel stérile. Les néons au-dessus de ma tête devenaient flous alors que les adjoints me faisaient avancer à moitié en marche vers les ascenseurs. La main de Gary était un étau sur mon biceps, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre entre le muscle et l'os. Cette prise, je la connaissais. Je ne luttais pas contre leur force. Je ne me dégageais pas. Au lieu de cela, je fis quelque chose que Gary n'attendait pas. Je me laissai tomber de tout mon poids. Je laissai tomber tout mon poids sur le sol en un seul mouvement soudain. C'est une astuce que l'on apprend quand on est forcé de déplacer seul des meubles lourds. Un poids mort est impossible à déplacer avec grâce. La chute soudaine prit l'adjoint à ma gauche au dépourvu. Sa prise glissa, ses bottes dérapèrent sur le linoléum poli, et nous nous arrêtâmes brusquement à exactement 3 mètres de la cage d'ascenseur. « Relève-toi », gronda Gary, tirant sur mon bras avec une rage désespérée et le visage violacé. « Arrête de faire une scène. » Je ne me relevais pas. Je plantai mes talons et redressai lentement ma colonne vertébrale, tirant sur les menottes jusqu'à ce que la chaîne d'acier soit tendue et morde ma peau. Je tournai la tête et regardai directement dans les yeux de Gary. Pour la première fois en 14 ans, je ne sciais pas. Je ne baissais pas les yeux. Je le laissais voir exactement ce qu'il avait créé. La victime était partie. Le témoin était réveillé. « Bradley », criai-je. Ma voix ne se brisa pas. Elle ne supplia pas. C'était un ordre. Vérifiez l'horodatage. Regardez le mandat qu'il a signé. Le visage de Gary passa de la rage à une lueur de terreur authentique et frénétique. Faites la taire, aboya-t-il aux adjoints. Mettez-la dans l'ascenseur maintenant. Mais il était trop tard. Bradley ne ralentit pas. Il ne posa pas de questions. Il projeta tout son poids contre les portes de l'ascenseur juste au moment où elles se fermaient, les forçant à se rouvrir dans un grincement de métal.
2 agents en uniforme du service de protection fédérale se matérialisèrent depuis le point de contrôle de sécurité, leurs mains sur leurs armes, bloquant la sortie. « Arrêtez !» aboya Bradley. Sa voix n'était pas le ton calme et apaisant qu'il avait utilisé dans le bureau. C'était la voix d'un homme qui commandait des forces d'intervention fédérales. Personne ne bouge. C'est un territoire fédéral. Je suis un ancien procureur et un tuteur familial exécutant une arrestation légale, rugit Gary, la sueur perlant maintenant sur son front. Laissez-moi voir le mandat, exigea Bradley, tendant la main. Il ne demanda pas. Il attendit. Gary serra le papier contre sa poitrine pendant une fraction de seconde, le geste d'un joueur de poker cachant une main perdante. Puis, réalisant qu'il avait 3 armes fédérales pointées dans sa direction générale, il jeta le papier froissé à Bradley. Lisez et pleurez, agent. Vol qualifié. Signé à 8 heures précises ce matin. Bradley déplia le papier d'un coup sec. Il le parcourut une fois, puis leva les yeux vers l'horloge numérique au-dessus du bureau de sécurité. Puis il regarda les moniteurs de sécurité derrière le poste de garde. Un calme froid et terrifiant s'installa sur lui. « Vous êtes négligent, Gary » dit Bradley, sa voix baissant à un murmure qui ressemblait à de la glace. Il retourna le papier pour que les adjoints puissent le voir. Ce mandat a été signé à 8 heures précises, mais les caméras de mon bâtiment ont enregistré l'entrée de et par les détecteurs de métaux nord à 7h45. Le hall devint complètement silencieux. Elle est en garde à vue fédérale depuis qu'elle est entrée, dit Bradley, s'approchant de Gary, envahissant son espace. À moins qu'elle ne puisse se téléporter, elle n'aurait pas pu voler pour $120 000 d'obligations de votre maison à 8 heures si elle se tenait dans mon hall 15 minutes plus tôt. Les adjoints qui me tenaient relâchèrent leur prise comme si ma peau était soudainement devenue du feu. Ils se regardèrent, puis regardèrent Gary. Ils réalisèrent qu'ils n'exécutaient pas une arrestation légale. Ils étaient complices d'un enlèvement en cours. Gary se tenait seul au centre du cercle, son autorité s'évaporant comme de la brume dans une fournaise. Son pouvoir d'emprunt venait de s'épuiser. « Relâchez-la maintenant », ordonna Bradley, sa voix résonnant du poids du commandement fédéral. Je reculai à 4 pattes sur le sol poli, mettant de la distance entre moi et l'homme qui avait volé ma vie pendant 31 ans. Le visage de Gary était un masque de rage violette et pulsante. Réalisant qu'il ne pouvait pas se sortir de cette situation par la parole, il craqua finalement. Les yeux de Gary étaient injectés de sang, sa façade de procureur sophistiqué se brisant en une pure désespération maniaque. Il ne se souciait plus des caméras fédérales ni des gardes armés. Il était un homme qui regardait un empire de 400 millions de dollars disparaître, et il était prêt à tout brûler avec lui. « Je ne partirai pas sans elle », cria Gary, sa voix se brisant de désespoir. Sa main vola vers sa ceinture. Il arracha son tasé de son étui, le plastique jaune brillant sous les lumières du hall. Il le pointa sur Bradley. « Reculez » cria-t-il. « Je prends la garde de cette suspecte. » Il tenait en joue un agent fédéral dans un bâtiment fédéral. Gary savait que c'était fini. Il n'était qu'un animal acculé essayant de survivre aux 5 prochaines minutes. Les gardes réagirent instantanément. 3 Glock 17 se levèrent en parfaite synchronisation, leurs canons pointés directement sur la poitrine de Gary. « Lâchez l'arme » ordonna Bradley. « Maintenant. » Pendant un instant, on aurait dit que Gary allait les forcer à lui tirer dessus. Puis, la folie quitta ses yeux, remplacée par la réalisation vide d'un homme qui avait perdu son avantage. Il jeta le tasé sur le sol en marbre et leva lentement les mains. « Très bien » ricana Gary, sauvant sa dignité. « Faisons cela correctement. » Il plongea la main dans sa veste. Les gardes se tendirent, mais il en sortit un document froissé. « Vous m'avez eu » dit Gary d'un ton léger. Le mandat était faux. Je savais pour l'enlèvement. J'ai aidé à le couvrir. Je t'ai gardé. Je t'ai caché. J'ai volé ta vie. Bradley s'avança avec les menottes, mais Gary se contenta de rire, un son sec et rauque. Non, je ne suis pas en état d'arrestation, dit Gary. Le hall devint complètement silencieux. Vous ne pouvez pas me toucher. Je pars libre, et légalement, vous êtes toujours incompétente. Je contrôle vos actifs. Vous avez raison pour la prescription, dit Bradley, sa voix baissant à un calme terrifiant qui arrêta Gary net. Mais vous avez oublié une règle. Bradley souleva un épais dossier du bureau.
La doctrine de la fiducie implicite. Il laissa tomber le dossier sur le comptoir avec un bruit sourd qui ressemblait à un couvercle de cercueil se refermant. On ne possède pas les biens obtenus par la fraude, Gary. Aux yeux de la loi, vous les détenez simplement en fiducie pour la victime. Nous avons retracé l'argent initial de la rançon que vous avez blanchi et toutes les prestations de sécurité sociale que vous avez illégalement réclamées en son nom. Pendant qu'elle nettoyait les sols de votre buanderie, vous encaissiez des chèques signés par un fantôme. C'est mon argent, aboya Gary, son sang-froid se brisant enfin. Non, dis-je, entrant dans son espace, ma voix froide et mortelle. Vous l'avez juste géré pour moi. Vous étiez l'investisseur silencieux dans ma misère, mais la créance a été rappelée. La voix de Bradley trancha l'air comme une lame. La fraude civile ne se prescrit pas lorsque la victime était mineure. Votre empire technologique de 400 millions de dollars? Chaque centime appartient à Elena Nena. Vos actifs sont gelés. Votre maison est saisie. Votre vie n'est plus la vôtre. Gary recula, le visage pâle et terrifié. Il avait peur de n'être personne. Il avait passé 30 ans à construire un empire sur des fondations d'air volé. C'était l'illusion du pouvoir, la croyance qu'un château construit sur le sable est permanent parce que les murs sont dorés. Le statut de Gary était un costume de location payé avec la vie d'un enfant. Mais la richesse ne concerne pas seulement ce que vous avez. Elle concerne les fondations qui la soutiennent. Gary n'a jamais été un homme puissant. Il n'était que le locataire d'une âme volée. Et une fois que la vérité est arrivée, son statut ne s'est pas simplement brisé. Il s'est évaporé. Mais je suis le procureur, cria Gary, sa voix stridente. Vous avez blanchi de l'argent et rempli de fausses déclarations fiscales fédérales pendant des décennies, intervint Bradley. Ces horloges tournent toujours, et elles approchent de zéro en ce moment même. Les gardes fédéraux se déplacèrent avec détermination. Gary hurla lorsque les menottes se refermèrent enfin. Je me penchai, ma voix un murmure qu'il n'oublierait jamais. Vous aviez raison sur une chose, Gary. Ça coûte cher de garder une erreur. Et aujourd'hui, c'est vous qui payez la facture. Les cris de Gary s'estompèrent alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent en sifflant, laissant le hall dans un silence soudain et retentissant. L'agent Bradley fit glisser une seule feuille de papier vers moi, l'autorisation de transfert d'actifs. Ma main était parfaitement stable lorsque je pris le stylo. Pendant des décennies, j'avais été l'investisseur silencieux dans la version de la famille de Gary, un abonnement que je n'avais jamais accepté. Maintenant, le contrat était nul. Je signais de mon nom, non pas June le fardeau, mais Elena Nena, l'héritière. Vendez tout, dis-je à Bradley, en lui rendant le papier. Je ne voulais pas du domaine de luxe de la Silicon Valley ni des bureaux en gratte-ciel construits sur les intérêts de ma misère. J'ai liquidé chaque actif, chaque compte et chaque centime que Gary avait blanchi à travers ma vie. J'ai pris ces 400 millions de dollars et j'ai fondé le registre national Elena Nena et pour les enfants disparus. Je voulais m'assurer que chaque trésor volé est un chemin pour rentrer à la maison. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une comptabilité de l'âme. Les lourdes portes en verre du bâtiment fédéral s'ouvrirent, et le vent de Chicago fut éclipsé par une chaleur soudaine et aveuglante. La lumière du soleil inonda le hall. 2 silhouettes se précipitèrent à l'intérieur, leurs visages vieillis par 31 années d'attente et d'espoir. Je n'avais pas besoin des reconstitutions ni des dossiers. Je sentis la connexion dans mes os. Elena Nena, murmura la femme, sa voix se brisant en 1000 morceaux de joie. Ils me serrèrent dans leurs bras comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. Et pour la première fois de ma vie, le sol sous mes pieds ne semblait pas sur le point de disparaître. J'en suis venu à réaliser qu'on nous enseigne souvent que la loyauté envers la famille est une dette que nous ne pouvons jamais rembourser. Mais comme je l'ai découvert, parfois cette dette perçue n'est qu'une arme utilisée par des gardiens pour vous maintenir dans une prison de votre propre gratitude. Gary a passé des années à essayer de me convaincre que j'étais indigne d'amour pour que je ne cherche jamais ma propre lumière. Il avait besoin que je croie que j'étais une erreur pour que je ne réalise pas que j'étais la preuve. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous que votre valeur n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous accorde. Ce n'est pas une étiquette que vous devez mériter de la part de personnes qui ne vous voient que comme utile. Vous n'avez pas à rester petit pour vous intégrer dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est le seul moyen de vous libérer des étiquettes qu'ils ont essayé de tatouer sur votre cœur. Vous n'êtes pas brisé, et vous n'êtes pas un fardeau.
Vous êtes un trésor qui était caché, attendant le courage de vous voir enfin. Si cette histoire vous a rappelé votre propre force, appuyez sur ce bouton de partage. Nous devons atteindre ceux qui attendent encore que leur propre lumière perce l'obscurité. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté de survivants. On se voit dans la prochaine.